C'est l'heure de Près de chez vous dans LC Midi. On va s'intéresser à une profession en souffrance que les plans d'aide successifs n'ont pas soulagée. Les agriculteurs doivent faire face à la baisse du cours des matières premières et à une concurrence étrangère féroce. Certains, dépassés par les dettes, ont mis fin à leur jour, mais beaucoup d'autres résistent. Quelle réponse apporter à leur mal-être? Faut-il repenser notre modèle agricole? Pour en parler, Samuel Vandal, secrétaire général des jeunes agriculteurs, et Éric Delachesnais, journaliste spécialiste des questions agricoles. Merci d'être avec nous sur LCI. Marie Fortunato a suivi un agriculteur passionné qui, sous le poids des difficultés financières, a songé à tout arrêter et pensé à en finir avant de finalement relever la tête. C'est une routine pesante pour Samuel Potiron. Les gestes sont devenus machinaux. Ce producteur laitier est fatigué de s'occuper de ses 90 vaches. Il ne se verse aucun salaire, il arrive juste à rembourser ses emprunts. On travaille 7 jours sur 7, donc on s'isole. Et puis à force de s'isoler, on se renferme et puis on a des idées noires. Donc j'ai pensé à me suicider et puis ma mère est arrivée, j'étais pas bien du tout. Et donc elle a dit, c'est elle qui m'a dit, il va falloir trouver une solution parce que c'est pas possible de continuer comme ça. C'est le déclic, depuis sa ferme est à vendre. Une décision radicale, difficile à assumer. J'attendais un peu le consentement de ma mère parce que c'est un héritage familial. On se dit on a moins bien travaillé que nos parents parce que nos parents, nos grands-parents, ils ont géré une exploitation, ils ont réussi à tenir et puis nous, on n'y arrive pas. La crise agricole n'épargne pas les voisins de Samuel, mais ils se taisent. Un silence cause parfois briser les proches ou les conjoints. Bonjour, SOS Paysans en difficulté 44. Quand les agriculteurs ne sont pas isolés, ce sont les femmes qui sollicitent l'association. Souvent, elles expriment une difficulté financière. Donc il faut faire face à un problème d'huissier, à une interdiction bancaire. Il y a une urgence à résoudre. Mais ces problèmes financiers ne sont qu'une porte d'entrée à l'association. Moi, j'entends des agriculteurs qui me disent « je ne me reconnais plus dans le métier d'agriculteur ». Donc ils s'interrogent vraiment sur le sens donné au métier, sur de travailler et de ne pas pouvoir faire vivre sa famille de son revenu. Depuis l'an dernier, le nombre de demandes d'accompagnement a presque doublé au bureau de Loire-Atlantique. En France, 3 agriculteurs se suicident chaque semaine. On a entendu le témoignage poignant de Samuel Potiron. Depuis 2014, il y a une plateforme de soutien psychologique AgriÉcoute qui a été créée. Elle a enregistré 3 fois plus d'appels de détresse que l'an dernier. Est-ce que ça signifie que le dispositif est mieux connu ou que la situation est plus grave ? Non, la situation est clairement plus grave. Aujourd'hui, on a affaire depuis 2-3 ans à une crise et des crises qui se succèdent. On l'a vu avec l'élevage, sur le lait, sur la viande. Aujourd'hui, ça touche les céréales avec le phénomène météorologique. On a aussi les viticulteurs qui, je pense aux viticulteurs du Pic Saint-Loup, par exemple, dans l'Hérault, qui ont subi un événement climatique très difficile. Donc, ils ont tout perdu pour plusieurs années. Donc, aujourd'hui, oui, il y a besoin de plus de moyens mis sur l'accompagnement des agriculteurs. La MSA aussi le fait de son côté, la Mutuelle sociale agricole le fait aussi de son côté. Mais c'est important qu'on puisse partager et qu'on voit aussi que ce qui nous arrive aujourd'hui n'est pas seulement dû au fait d'une mauvaise gestion, mais bien aussi d'une crise globale de l'agriculture. Alors, un chiffre qui montre la réalité de cette crise, 1/3 des agriculteurs a touché moins de 350 € par mois en 2015. Face à cette détresse, le gouvernement a annoncé un nouveau plan d'aide, la garantie par l'État des prêts bancaires aux agriculteurs, des mesures fiscales, des aides à la reconversion et un remplacement gratuit pour les agriculteurs au bord du burn-out, ce qu'on appelle l'épuisement professionnel. Toutes ces mesures ne sont pas suffisantes ? Mais non, mais les plans d'aide, on arrive à plein de plans d'aide. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vivre de notre métier, de nos produits. L'agriculteur, il se lève tous les matins pour produire des aliments de qualité. Et on veut vivre de cela, donc c'est-à-dire avoir des prix décents de nos produits pour que demain, nos exploitations soient encore là, qu'elles soient viables, vivables, transmissibles. Donc, là, au début, vous parliez du modèle. Oui, on doit se reposer la question du modèle. Quel modèle nous voulons demain ? Est-ce qu'on veut des fermes usines, des fermes ou des fermes familiales qui puissent créer un tissu autour de l'exploitation, qui génère de l'emploi, qui derrière entretiennent l'espace rural et qui fassent vivre notre tissu rural ?
Vous parlez justement des prix décents. Éric de la Chênaie, est-ce que dans ce cas-là, il ne faut pas se tourner vers des filières différentes, comme le bio par exemple, avoir des prix plus élevés, mais qui garantissent une qualité du produit? Juste avant de revenir à votre question, de répondre à votre question, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, les fameuses mesures. Bon, ces mesures-là sont nettement insuffisantes. Vous parliez d'aide à la reconversion, 3 100 € pour la reconversion professionnelle. Aucun plan, même dans les entreprises, ne donne 3 100 €. Qu'est-ce que vous faites avec 3 100 €? Même pas une formation. 1 500 € pour un déménagement. Mais de qui se moque-t-on? Il faut vraiment voir la situation. Non seulement ces mesures ne répondent pas à la gravité de la situation, mais en plus, il faudrait de vraies mesures structurelles, de fond. Là, on traite le problème à la surface. Justement, lesquelles? Que ce soit... Alors, je vais répondre. Mais que ce soit les mesures financières, ou aussi les mesures morales. Encore aujourd'hui, on vient d'apprendre le suicide d'un agriculteur, d'un jeune. C'est pas possible. La semaine dernière, il y en avait 2. Il va falloir attendre quoi? Qu'il y en ait 600, 1000 qui se suicident pour prendre de réelles mesures? Pour être très concret, donc il faut un accompagnement psychologique renforcé en plus des aides financières et des mesures? Bien sûr. Bien sûr, il faut Agri-Écoute, c'est très bien ce que fait la MSA, c'est très bien ce que fait SOS Paysans. Il faut que le monde agricole se rassemble au-delà des querelles de chapelle. Au-delà des divisions syndicales. Samuel Potiron est très actif sur le net. Ce n'est pas forcément l'agriculteur qui représente le même syndicat que notre interlocuteur. Donc il faut que le monde paysan s'unisse et regarde vers l'avant. Parce qu'avant tout, ces hommes-là, ce sont des paysans. Ce sont des hommes qui ont la passion de leur métier. Mais qu'on les laisse travailler en paix. Qu'on les laisse travailler, qu'on leur fasse confiance, que les gouvernements successifs fixent un cap clair et ces mesures d'aide ne seront jamais suffisantes. Il suffirait que le président de la République et son ministre de l'Agriculture disent on va fixer un cap à l'agriculture française 2020-2025 avec telle ou telle mesure pour que tout le monde agricole se rassemble et ait confiance. Le monde agricole a besoin de reconnaissance. Samuel Vandal. Oui, moi je pense qu'il y a plusieurs crises. Donc il y a une crise économique qui touche aujourd'hui toutes les exploitations, en particulier depuis plus longtemps le lait et la viande, mais il y a aussi une crise morale. Cette crise morale, pour moi, elle agit aussi sur les paysans parce que c'est aussi toutes ces normes. Cet aspect normatif, toujours ces normes, toujours plus de normes, toujours plus... c'est l'excellence, il faut plus de normes, plus de normes, plus de normes. J'en discutais ce matin avec un collègue agriculteur près de Saclay qui a décidé de se diversifier donc dans le maraîchage pour répondre à une attente sociétale et puis aussi pour diversifier ses revenus et créer une exploitation viable et qui n'est pas que dépendante des marchés mondiaux. Il doit pour cela créer des serres et donc créer un bassin de rétention pour capter les eaux de pluie et éviter toutes les inondations qu'on a pu connaître donc au mois de mai et au mois de juin. Et ce bassin-là, il le fait un tout petit peu plus grand, parce que qui peut le plus, peut le moins. Il le fait un tout petit peu plus grand. Et là, il y a 3 agents de l'ONEMA, de la police, qui arrivent armés sur son exploitation, lui disant « Monsieur, vous êtes un délinquant, vous êtes en infraction, parce que vous avez fait votre bassin un tout petit peu plus grand. Donc, on va vous convoquer à la gendarmerie, on vous fera notifier, et vous serez convoqué au tribunal, parce que votre bassin est un tout petit peu plus grand. » Donc, si on veut être précis, vous, ce que vous demandez, c'est donc qu'on supprime des normes qui sont trop restrictives. C'est pas tout supprimer. On a besoin de normes parce que sinon tout serait fait et peut-être pas forcément de la même manière. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des normes qui soient pragmatisme. C'est le bon sens paysan. Aujourd'hui, Éric le disait, les agriculteurs savent faire des produits de qualité en respectant l'environnement, en respectant le bien-être animal. Donc on fait des produits de qualité qui ont un coût. Et à côté de ça, on a aussi tous les consommateurs, les grandes distributions qui vont chercher tous les produits à l'extérieur de notre pays, des produits qui n'ont pas exactement les mêmes normes, la même qualité. Donc aujourd'hui, on veut qu'il y ait aussi une reconnaissance de la qualité de notre produit. Ça passe par quoi, cette reconnaissance ? Ça passe par une communication, on le voit sur l'étiquetage. On s'est battu sur l'étiquetage aujourd'hui, on l'a, les labels, les reconnaissances sur des produits de qualité, sur des chartes. Et on a aussi besoin de nos concitoyens sur un acte patriote qui est le manger
manger français. Aujourd'hui, être fier de manger ce qui est Accepter fait. de payer plus cher pour être C'est sûr pas d'avoir payer une plus cher. qualité. C'est pas forcément payer plus cher. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a certains produits aussi qui viennent de l'étranger sont au même tarif. Je prends l'exemple de la tomate. Une tomate française ne coûte pas plus cher produite en France. Mais concernant la viande, par exemple, quand il y a des abattages industriels en Allemagne ou aux États-Unis, ça coûte moins cher qu'une viande. Et bien sûr, bio. mais là, on arrive sur un autre sujet qui sont les charges. On arrive sur les charges. Donc, on a les charges environnementales, mais on a aussi tout ce qui est charges sociales. Aujourd'hui, un abattoir allemand est bien plus compétitif qu'un abattoir français. Quand vous avez un coût de la main-d'œuvre qui est à 12 € en Allemagne contre 24 chargés en France, le déficit de compétitivité, il est clair. Il nous reste 10 Et secondes. puis Samuel aussi, la viande aux États-Unis, elle est poussée aux hormones, donc ça coûte beaucoup moins cher. Par rapport au bio, vous m'avez posé la question tout à l'heure, excusez-moi, je n'ai pas répondu. Le bio, c'est très important, c'est en pleine croissance, il y a une demande, mais ça ne produira, enfin, ça sera jamais assez pour produire, pour que tous les agriculteurs fassent du bio. Le bio, ça restera toujours un marché de niche. Ça va monter à quoi ? 20%, 25%. Mais il y a des initiatives qui sont comme le lait du consommateur. On a vu hier avec l'émission de Bruno Le Maire, Jardin a poussé une brique de lait. Cette brique de lait, elle est équitable puisqu'elle est vendue 99 centimes et sur 99 centimes, 39 centimes vont aux producteurs en direct. Donc on comprend bien qu'il faut ça un couvre geste son coût de revient. citoyen. Le coût de revient d'une brique de lait pour un agriculteur, c'est 34 centimes. À 39 centimes, il gagne 5 centimes. Et ça, c'est bien. Merci d'avoir à été vous. avec nous sur LCI. Merci. Vous, restez avec nous. LCI Midi se poursuit.